Avec ce 4e épisode de la première saison des Anneaux de pouvoir, nous arrivons à mi-chemin de ce qui est nécessairement une saison introductive. De grands événements se préparent, des pistes sont données, mais de nouveaux mystères apparaissent et j'ai hâte de vous évoquer les incroyables références de cet épisode qu'il faut avoir vu avant de regarder cette vidéo, sachant que la partie théorie arrivera à la fin pour ceux qui n'ont pas envie de deviner quoi que ce soit à l'avance. Allez, c'est parti! En toute logique, il y a eu beaucoup d'expositions dans les 3 premiers épisodes, beaucoup de moments et de références que j'ai grandement appréciés, quelques-uns qui m'ont laissé un peu plus dubitatif. Ici, c'est essentiellement le trait un peu trop gros, encore une fois sur le caractère de Galadriel qui m'a gêné, même si je continue d'être totalement convaincu par son interprète, Morfydd Clark, et je reviendrai sur le personnage au fil de l'analyse. L'intrigue du proto-Mordor dans les terres du Sud est la première à avoir beaucoup avancé dès les premiers épisodes, et l'urgence commence maintenant à s'y faire ressentir avec âpreté. Au passage, si vous vous questionnez encore sur la chronologie de la série par rapport à celle des livres, j'y ai consacré une vidéo entière, je ne vais donc pas revenir ici sur la question. Dans cet épisode 4, aucun passage au royaume elfique de Lindon, pas de haut roi Gil-galad, ni de temps passé avec les pieds velus qui sont de toute évidence en plein voyage, et je serais très curieux de savoir dans quelle direction, même si j'ai ma petite idée. Cet épisode a pour titre la Grande Vague. Cette Grande Vague, c'est celle qui engloutit Númenor dans le cauchemar de la régente Myriel, bien sûr, et dans la vision donnée par le Palantir. Toutefois, comme le nom Adar du 3e épisode, le père, qu'on retrouvait dans diverses figures paternelles comme Elendil, l'Argo, le père de Nori, Tar-Palantir, le roi, le père de Myriel et Adar en personne, cette Grande Vague a plusieurs significations. Pour rester à Númenor, c'est d'un côté une vague de ressentiment anti-elfe, mais aussi sans doute de l'autre, la puissance militaire de l'île qui se lève enfin. La Grande Vague, c'est bien sûr aussi celle des forces maléfiques à l'œuvre au sud-est, c'est la vague de réfugiés qui afflue à la tour de garde face à cette menace. C'est aussi peut-être la vague issue des montagnes, celle qui a failli écraser les mineurs de Mithril, et ce que changera ce métal lui-même. Revenons à la première, celle du cauchemar potentiellement prophétique de la régente. L'idée de faire survenir cette destruction durant une cérémonie de célébration des nouveau-nés, qui incarne bien sûr l'avenir de l'île et l'innocence d'un nouveau départ possible, était aussi rude que brillante, et on ressent la terreur profonde de Myriel et son angoisse au réveil. Remarquez que le dernier élément d'importance qui est emporté par la vague avant elle-même, c'est bien sûr Nimlos, l'arbre blanc, symbole du lien de Númenor aux Eldar et au-delà à Valinor. Et justement, lorsque Myriel se réveille, c'est dans un fauteuil à côté d'un lit qui n'a pas été défait. Ce subtil détail souligne que son cauchemar est récurrent et qu'elle cherchait à lui échapper en ne s'allongeant pas sur son propre lit. Les différentes séquences dans les rues de Númenor ont à mes yeux aussi bien une grande qualité qu'un défaut notable. Commençons par ce qui fâche avec le défaut qui réside dans le comportement et le raisonnement un peu simplé des Núménoréens, ce peuple que le forgeron assommé par Halbrand commence facilement à faire monter dans les tours, si on peut s'exprimer ainsi, avec ces histoires à dormir debout d'elfes infatigables sur le point de venir leur voler leur travail. L'argument sort de nulle part et personne ne devrait prêter attention à de pareilles stupidités, à vrai dire, et c'est embêtant. Bah oui, parce que cela aurait un sens si des centaines d'elfes dans le besoin venaient d'arriver pour demander l'asile, mais ce n'est absolument pas le cas. Et de ce fait, ce rassemblement passe un peu pour une bande de crétins, alors même que Númenor devrait être un endroit de grandeur et de raffinement. Pour le moment, je dois dire que c'est une des erreurs d'approche qui me gêne le plus dans la série. Heureusement, ce qui est parfaitement réussi, en revanche, c'est Pharazôn. C'est un homme extrêmement habile avec beaucoup de présence, une passion communicative, un tribun né et au-delà quelqu'un qui réfléchit plus loin que la plupart des autres. Les références qu'on trouve dans son discours sont excellentes, surtout dans ce qu'elle révèle sur sa personnalité et sa vision du monde. Il exalte la grandeur de Númenor, il rappelle à la foule qu'ils sont les filles et les fils des Edain, et même d'Elros Tar-Miniatur, le premier roi de Númenor et frère d'Elrond, pour rappel celui de la tapisserie de l'épisode 3. Toutefois, le détail le plus intéressant se trouve dans l'affirmation de Pharazôn selon laquelle l'armée d'Elros aurait vaincu Morgoth lui-même. Il s'agit certes déjà d'une histoire très ancienne pour des humains, même pour ceux qui vivent plus longtemps, comme sur cette île, et pourtant certains, et notamment des elfes, sauraient qu'il s'agit là
d'un mensonge. Et oui, c'est l'armée des Valar eux-mêmes, les archanges venus de l'ouest, du Valinor, à la supplique d'Eärendil, le père d'Elrond et d'Elros, qui est venu à bout de Morgoth et de ses troupes. De ce fait, on distingue déjà, de très belle manière, un indice quant à la grandeur et à l'orgueil démesuré que Pharazôn projette sur Númenor, en lui attribuant des hauts faits quasiment divins. On a aussi la mention du nom de la capitale que je vous citais déjà la semaine dernière, Arménélos, et encore une fois, on ne peut que s'incliner face à l'incroyable travail de construction physique et numérique de cette cité, ainsi qu'à sa mise en image sublime. Cette fierté de la construction et de l'artisanat se retrouve dans la puissance symbolique des emblèmes de guildes, et on comprend ce qui fait vibrer Éarienne, la fille d'Elendil, dans le discours de Pharazôn. En effet, elle se destine elle-même à devenir architecte, et le respect du politicien pour les accomplissements des Núménoréens doit trouver écho en elle. Le verre d'alcool proposé par Kemen, le fils de Pharazôn, s'avère toutefois moins efficace auprès d'elle qu'auprès de la foule de poivreaux. Et là aussi, pour la foule, ajouter ce petit côté « je les achète à coups de bibine », c'est un petit peu trop cheap de mon point de vue. Toutefois, dans la proposition de Kemen, on a la mention de vignes proches du Meneltarma, la montagne sacrée au centre de l'île, celle qu'on retrouve sur plusieurs plans et qui semble peut-être appeler Isildur alors qu'il est en mer. Il faut savoir que le sommet du Meneltarma est un lieu de culte essentiel et probablement délaissé au vu de la situation de l'île et de son rapport au sacré, mais je suppose que la série en reparlera plus tard. L'audience privée de Galadriel avec la Régente se déroule aussi mal qu'on pouvait l'imaginer, puisque la fille de Finarfin laisse bien trop parler la fameuse tempête qui est en elle. Alors c'est vrai, Galadriel est convaincue qu'elle voit juste, qu'elle est peut-être seule à voir juste, mais dans son désir d'agir, elle ne parvient pas à trouver la justesse et la mesure nécessaires. Et ce qui est intéressant, c'est le parallèle entre cette notion de tempête en elle et la scène de Galadriel face à Frodo, ou Frodon comme vous préférez, quand il lui propose l'anneau de pouvoir dans la trilogie et dans les films d'ailleurs. On sait que Galadriel est un être passionné, ambitieux et habité d'une puissance hors du commun qui pourrait parfois friser au danger pour ceux qui l'entourent. Durant l'échange, il était amusant que Myriel plaisante à l'idée que Halbrand soit de lignée vraiment royale en prenant Elendil comme exemple et en jouant avec l'idée qu'il serait un empereur de Rune. D'une part, Elendil appartient bel et bien à la lignée d'Elros, même s'il se contente de répondre qu'il est de petite noblesse, et d'autre part, beaucoup de mystères entourent la vaste région est de la Terre du Milieu, Rune, qui englobe notamment le Mordor. À ce sujet, il faut souligner que Sauron n'était pas du tout associé au Mordor auparavant, ce qui explique aussi qu'il était bien difficile pour quiconque de deviner un lien entre le symbole de Sauron et cette région à la chaîne montagneuse de forme si particulière. Galadriel finit donc derrière les barreaux pour avoir demandé à rencontrer le véritable roi. Bien joué. En pleine mer, Isildur s'est plié à la demande de son père en participant au dernier test pour être accepté comme un marin à part entière, un membre de la prestigieuse marine de Númenor. C'est en écoutant cet appel qui viendrait de l'île elle-même et donc son intuition qu'il décide d'échouer. Que ce soit de l'ouest de l'île, de la montagne Meneltarma, de l'arbre blanc Nimlos, la voix évoque une puissance secrète et certainement bénéfique à l'œuvre, peut-être une Maya ou Winen, celle dont la statue est confinée dans les geôles, qui tenterait encore d'aider les Núménoréens malgré tout. Au-delà, on pourrait peut-être même y voir une tentative d'aide orchestrée par l'unique en personne, Eru Ilúvatar. Après tout, pourquoi ne pas lui imaginer une voix douce et féminine? La décision du capitaine de virer les trois hommes semble aussi injuste que stupide, et venir de nulle part malheureusement. Valandil, l'ami d'Isildur, un nom qui sera repris bien plus tard et qui signifie celui qui aime les Valar, révèle ce qu'on supposait déjà, c'est la mort de la mère d'Isildur qui a plongé leur famille dans une situation douloureuse qui semble perdurer. Une perte qui doit encore peser sur Elendil et son attitude face aux fidèles, ceux qui acceptent l'amitié des elfes, le jugement des Valar, mais aussi ce qui va avec, le cadeau fait aux humains de la mortalité et le secret de ce qui les attend par-delà la mort. Au Mordor, l'introduction d'Adar est selon moi extrêmement réussie, le personnage est tragique, intrigant, inquiétant, plein de promesses et de mystères. La compassion non feinte avec laquelle il achève l'orque mourant est vraiment touchante, en venant justement souligner que jamais personne ne perçoit ces êtres comme des créatures qui sont damnées et qui ont un destin profondément triste. Et même si aucune allusion n'y est faite directement, on peut éventuellement imaginer qu'ils voient en eux l'image de frères depuis longtemps perdus,
en supposant que la série reprenne la fameuse hypothèse selon laquelle des elfes corrompus par Morgoth seraient à l'origine des premiers orques. Au passage, on remarque qu'une armure elfique comparable à celle d'Arondir, c'est peut-être même la sienne, est retirée du corps de l'orque qui vient d'être achevé pour être réutilisé plus tard, à n'en pas douter. Il faut dire que les orques sont équipés de briques et de brocs récupérés au fil de leurs forfaits et autres escarmouches. Le dialogue entre Adar et Arondir au sujet du Beleriand est passionnant à plus d'un titre, et j'ai plusieurs pistes à évoquer dans la partie théorie en fin de vidéo. Par ailleurs, pour en savoir plus sur le Beleriand du passé, les elfes d'antan, je vous invite à découvrir les parties de jeux de rôle que j'anime dans cet univers et cette époque reculée. Le prochain live sera sur ma chaîne Twitch ce mardi 20 septembre à 20h30 et les épisodes précédents sont disponibles sur ma chaîne YouTube secondaire Captain Jeux de Rôle, dont vous trouverez bien sûr un lien en description. Ce qu'on peut remarquer, c'est bien sûr les cicatrices qu'Adar conserve au visage et son discours sur la nécessité de créer un nouveau monde pour se débarrasser de mensonges trop anciens et profonds. Créer un monde à son image, c'était la volonté initiale de Melkor, devenu Morgoth. Il est possible qu'Adar ait pu le rencontrer durant le Premier Âge, tout comme il a sans doute côtoyé Sauron. Quand il souligne qu'il n'est pas encore un dieu, on devine que ce qu'il recherche pourrait lui ouvrir l'accès à un grand pouvoir. Rendez-vous dans la théorie pour la suite à ce sujet. À Ostyris, la tour de garde elfique inventée par la série, les humains de tous les environs affluent, ce qui confirme que l'opération menée par les orques est de très grande envergure. Valreg est-il honnête quant aux réserves de nourriture qu'il a pu apporter? J'en doute. Ce qui est clair en revanche, c'est que Bronwyn révèle l'esprit d'une meneuse et que Sio, son fils, a l'audace et l'intelligence de proposer une prise de risque nécessaire pour nourrir tous ces réfugiés. Évidemment, petit coup au cœur quand Bronwyn mentionne tous les villages entre la tour et l'Orodruin, qui n'est autre que le nom en langue sindarin pour la montagne de la flamme rouge, le Mont Destin. C'est Vras, un de mes petits chouchous parmi les orques, qui découvre Sio et surtout son épée brisée, et on a la confirmation dans la foulée que c'est bien ce qu'Adar recherche. Les scènes du village dévasté sont réussies dans l'ensemble entre le bétail massacré, le jeu de cache-cache mortel, et un peu plus tard on a même une explosion qui me laisse en revanche plutôt perplexe, alors que les orques continuent de rechercher Sio, peut-être une torche dans une réserve de grains qui peut parfois générer du gaz, mais ça reste bizarre sans plus d'explications. Dans les différents dialogues entre les orques, on a aussi la notion du chef qui aurait perdu le premier l'épée brisée, si j'ai bien compris du moins, un point à suivre dans les prochains épisodes. Le rapide passage à Ost-Inedil fait plaisir car pour le moment Celebrimbor a eu très peu de temps à l'écran, ce qui devrait beaucoup changer je suppose en saison 2. Et le bref visuel qu'on a sur les travaux pour l'immense tour de forge est prometteur quant à son apparence finale. Dans son échange avec Elrond, le maître artisan évoque le père de ce dernier, le légendaire Eärendil, qui obtint l'aide des Valar à la fin du Premier Âge et porte depuis la lumière de l'étoile du soir et de l'espoir. Et on apprend ici qu'Eärendil aurait prophétisé que l'avenir de Celebrimbor dépendrait un jour de son fils, mais la question que je me pose, c'est lequel? S'agit-il bien d'Elrond ou alors d'Elros au travers des actions de Númenor? Après une ellipse sur le voyage d'Elrond, toujours un plaisir de retrouver les nains et leur obsession pour le secret. Eh oui, ce sont des petits cachotiers, mais c'est sans compter la ruse et l'acuité des sens elfiques auxquels ne résiste ni une conversation privée à distance, ni une porte secrète protégée par le rythme d'une comptine enfantine. La notion de mine perdue sous le lac Mirrormer permet la mention d'un autre lieu mythique. Ce lac situé à l'est de Khazad-dûm et à côté duquel passera bien plus tard la Compagnie de l'Anneau en sortant de la Moria, est celui dans lequel le premier Durin a vu son reflet portant sur la tête une couronne formée par des étoiles alors qu'il se regardait ainsi en plein jour. Comme je le supposais, c'est bien la découverte du Mithril que cachaient les nains, un minerai nouveau qui ne se situe que dans des endroits dangereux et difficiles d'accès, des veines dont le roi, père de Durin, a restreint l'exploitation au strict minimum. Le serment d'Elrond concernant ce métal ne dit rien qui vaille, sachant que les serments sont très importants chez Tolkien et que les briser entraînent invariablement de terribles conséquences. J'en reparlerai dans la partie spoiler et théorie car on sait déjà bien des choses au sujet de ce métal et de certains de ses usages à venir. Et l'une des plus grandes des créations usant de Mithril serait Vingilot, le navire d'Eärendil, père d'Elrond, je vous le rappelle, dans un passé déjà révolu. Cela ne brise pas forcément à la cohérence de cette découverte à Khazad-dûm car on suppose que le Mithril se mine également en Valinor.
Justement, Elrond remarque immédiatement la façon dont le métal reflète la lumière, comme s'il était éclairé de l'intérieur, ce qui est sans doute un clin d'œil très subtil au fait que son père, sur son navire, porte la lueur d'une étoile et qu'on dit des Silmarils qu'ils sont éclairés de leur propre lumière, sachant que le dernier de ces 3 joyaux est serti au front des Arendil. Suite à l'éboulement, on s'interroge forcément sur le devenir de Khazad-dûm. La série va-t-elle prendre la décision d'avancer le fléau de Durin au 2e âge alors qu'il s'agit d'un événement du 3e? De mon point de vue, éveiller le Balrog des milliers d'années trop tôt constituerait une erreur de gourmandise et j'espère que la série saura l'éviter, tout comme de faire intervenir Gandalf à cette époque. De retour sur l'île de Númenor, que dire sinon Carmanelos, la capitale, et Éarienne, la fille d'Elendil, sont magnifiques de nuit. Éarienne qui vit apparemment dans Karate Kid, puisque le nettoyage des sols est supposé améliorer sa dextérité. Alors bon oui, malheureusement on a Kemen qui vient jouer les cacous là, ce personnage semble déjà délicieusement vain et peut-être déjà un petit peu insupportable, on verra. Pendant ce temps, dans les geôles, Halbrand conseille à Galadriel de repérer ce dont son ennemi a peur pour l'aider à la maîtriser et ainsi prendre le contrôle de son ennemi. Le moins que l'on puisse dire de ce conseil, c'est que c'est à la fois rusé, vicieux et potentiellement une piste qu'on nous donne sur ce personnage énigmatique. Rendez-vous à ce sujet dans les théories. On retrouve par ailleurs dans leur échange l'analogie entre Galadriel et un cheval, exactement comme Pharazôn l'avait fait lors de l'arrivée des 2 naufragés sur l'île. Dans l'affrontement le plus rapide de l'histoire, Galadriel maîtrise seule et à main nue les gardes. Alors d'un côté ça ne me gêne pas plus que ça, et de l'autre je me dis que ça donne une image un peu déplorable des Núménoréens, encore une fois, alors qu'ils sont un peu décrits par Tolkien comme des surhommes. C'est con. Et dans tout ce fatras, Halbrand va saisir l'attention de Pharazôn et le conseiller, ce qui ne fait que renforcer cette impression qu'on chercherait à nous faire comprendre quelque chose, avec un peu trop d'insistance peut-être. Petite scène entre Éarienne et Isildur, rien de fondamental, mais on souligne la confiance qui les unit alors qu'ils se livrent facilement l'un à l'autre, et on apprend au passage que le cheval d'Isildur se nomme Bérec. Ça c'est important. Pendant ce temps, Galadriel est une ninja, parce que pourquoi pas après tout, si elle a escaladé en armure une falaise glacée, grimper à la tour d'Elros en robe légère doit en effet lui sembler un jeu d'enfant. Et alors là, attention, c'est le festival des objets légendaires, alors que Myriel attendait sagement Galadriel au chevet de son père mourant. Le roi a vraiment des dialogues de fou, non mais bon, au moins il a un joli bonnet de nuit. Bon. Quoi qu'il en soit, dans la pièce des artefacts hérités du passé, on remarque Narsil pour commencer. Cette lame du premier âge est destinée à être brisée lors de la dernière alliance contre Sauron pour être reforgée à la fin du 3e âge et devenir Andúril entre les mains d'Aragorn. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est sympa. Ce n'est pas tout puisqu'on devine ce qui correspond très certainement à Dramborleg, la hache de Tuor, le grand-père humain d'Elrond, mais aussi son bouclier au motif d'aile de cygne. Et ça c'est classe. Enfin, tout au fond de la pièce, dans l'obscurité, on a le aume de Dor-lómin, initialement le casque d'Azaghal, le roi nain. Il a été offert aux elfes, puis à la maison d'Ador, un humain, et finalement porté par Túrin Turambar. Derrière plusieurs de ces objets, on trouve le légendaire forgeron Telkar, et là aussi, pour en savoir plus, suivez nos parties de jeux de rôle. On peut être étonné lorsque Myriel annonce qu'il ne resterait qu'un seul Palantir, parmi les multiples Palantiri, mais je suis convaincu que d'autres se trouvent bel et bien en Númenor, et sans doute en possession des fidèles qui ont de bonnes chances de vivre plutôt sur la pointe ouest de l'île, qui est en forme d'étoile, je vous le rappelle. L'effet visuel qui va projeter Galadriel au cœur de la vision est tout simplement magnifique, et on retrouve cette menace en boucle, comme si le Palantir était bloqué sur elle de par son importance. Apparemment, Myriel craint que la voie suivie par son père ait pu nourrir la colère des Valar, ce qui ne semble pas avoir beaucoup de sens, je vous l'accorde, mais bon, c'est toujours plus facile d'interpréter les signes quand on est à notre place de spectateur ou de lecteur, quand on connaît le passé, le présent, le futur, alors que pour les gens qui vivent et qui font cette histoire, c'est nettement plus compliqué. Le sauvetage de Sio par Arondir se fait au prix de la vie de ce pauvre Vras, et derrière le masque on trouve Jed Brophy, le seul acteur à être apparu dans toutes les adaptations live-action des écrits de Tolkien, puisqu'il était plusieurs orques et figurants elfes, même dans la trilogie, un nain dans le Hobbit, Nori, et maintenant cet orc. Que dire de la séquence de fuite dans la forêt, sinon que la photographie est très maîtrisée dans l'exercice délicat du clair-obscur,
et que le choix de faire commencer le chant de Disa sur cette scène est tout simplement excellent. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé la réalisation de Wayne Sheyip plus aboutie sur cet épisode que sur le précédent. Le rôle du soleil est vraiment essentiel pour préserver les héros, et le plan des trois face à la forêt m'a beaucoup inspiré. La complainte de Disa au rocher pour la survie des mineurs est musicalement magnifique, la scène apporte de la profondeur, de la gravité bienvenue aux nains qui sont bien loin du ressort comique habituel. Les rapports entre Durin, Disa et Elrond fonctionnent bien et on craint les conséquences si Elrond venait à rompre son serment, d'autant plus avec ce morceau de Mithril offert en gage par Durin. La discussion au sujet de leurs pères respectifs et surtout le conseil d'Elrond sur la base de sa propre expérience d'un père absent vient aussi apporter un véritable plus au personnage. L'entrevue entre Durin père et Durin fils nous permet non seulement d'admirer un trône bien badass, mais surtout d'apprécier que les nains ne sont pas nés de la dernière pluie. On sait donc qu'on aura la visite à Lindon, sans doute, j'espère, dans le prochain épisode. Ce sera enfin l'occasion de développer le roi des elfes, Gil-galad, du moins là aussi, je l'espère. La scène de Valreg et Sio au sujet de l'épée file directement en partie théorie, mais il est intéressant de voir qu'il reste des humains fidèles au serment envers Morgoth et maintenant Sauron, ce qui valide un petit peu quand même la méfiance des elfes et leur surveillance après toutes ces années. Adar demande non seulement la maîtrise des terres, mais aussi le serment de loyauté de tous les humains, ce qui me semble quand même un petit peu exagéré pour un voisin qui vient à peine de débarquer dans le coin. Pendant ce temps, à Númenor, le renvoi de Galadriel, décidé par la régente, est soudain remis en question grâce au signe des pétales de Nimlos, un signe que Myriel saisit enfin. Le plan sur son père, le roi qui rouvre les yeux à ce moment, vient jouer sur cette intuition d'un espoir de renouveau. Petit détail au passage sur un plan d'Albrand qui surplombe la ville, on devine rapidement la silhouette d'Aolé, le Vala de la forge et de l'artisanat, qui se découpe dans la falaise. L'action décidée par la régente est soutenue pleinement par Pharazôn et les volontaires affluent pour une action en terre du milieu, ce qui nous promet au moins une bonne grosse bataille d'ici la fin de cette saison. Et on remarquera au passage la proclamation lue par Elendil sur un parchemin écrit en Adounaïque, la langue vernaculaire de l'île. Et évidemment, Isildur y sera pas question de laisser ses amis se faire tuer par sa faute. Ah oui, puisqu'ils sont plus marins maintenant, ils deviennent soldats. Voilà. Bon, une fois que vous vous serez abonné une bonne fois pour toutes à la chaîne, et avant que je vous donne à manger aux petits potes d'Adar, on pourra peut-être passer aux théories, et si vous vous arrêtez ici, rendez-vous au plus tard lundi pour la vidéo consacrée à House of the Dragon. Ah, les théories! J'en ai quelques-unes bien sympathiques et je me demande même si je ne vais pas devoir y consacrer une vidéo entière durant la semaine, on verra bien. On a Valreg qui nous annonce cash que la chute de la météorite serait un signe annonciateur du retour de Sauron. Peut-on en déduire directement que l'étranger est Sauron? Disons que ça donne très envie, d'autant que c'était mon intuition depuis le départ, mais au contraire, ça me rend un petit peu méfiant. On va développer l'idée, mais d'abord, on doit parler de l'autre grand suspect, Halbrand. La stratégie définie par lui dans les geôles et la façon de chuchoter à l'oreille de Pharazôn, voilà deux énormes panneaux indicateurs pour faire peser sur lui les suspicions, et c'est évidemment calculé de la part des scénaristes. On a là bien évidemment une référence à ce qui surviendra dans le futur, mais je reste sur mes gardes encore et toujours. Halbrand a plutôt les caractéristiques d'un humain à la moralité grise, et je pense qu'il serait nettement plus intéressant d'exploiter cet aspect plutôt que d'en faire Sauron. L'idée qu'il devienne le futur roi des morts, celui dont Aragorn ira chercher sous la montagne l'accomplissement du serment brisé, pourrait être séduisante. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Avant d'en venir à Adar comme promis, un mot sur le Mithril. Ce métal est utilisé dans l'alliage nommé Isildur, notamment pour les gravures de la porte ouest de la Moria, celle qui ne se révèle qu'à la lumière de la lune ou des étoiles. Et ces gravures sont l'œuvre de Celebrimbor, donc tout laisse à croire qu'Elrond trahira le secret de Durin. Alors qui est Adar? On a deux pistes passionnantes parmi les personnages existants dans les écrits, avec Maeglin d'un côté et Maglor de l'autre, et je me rends compte que ce sera trop juste dans cette vidéo pour développer ces idées si je veux parvenir à la sortir aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, son évocation d'un fleuve du Beleriand ouvre des pistes, et ma favorite est la suivante. Adar était un elfe compagnon d'armes de Finrod, le frère de Galadriel, et il a fini dans les cachots de Sauron en compagnie de Finrod et Beren. C'est dans cet enfer qu'il aurait assisté à la mort de Finrod, et il pourrait peut-être la raconter à Galadriel. Torturé, gagné par l'ombre, Adar serait devenu un lieutenant au service des forces du mal,
mais qui conserve en lui l'ambition de prendre le pouvoir. Ce pouvoir réside, on l'a compris a priori, dans l'épée brisée. Elle semble être donc bien plus puissante que ce que j'imaginais, car en s'en emparant, Hadar imagine obtenir un pouvoir qui s'approcherait de celui d'un dieu. À ce sujet, ma théorie est la suivante, et accrochez-vous, je vous préviens, parce que si j'ai raison, ça pourrait gâcher quelques surprises sur cette première saison. Je pense que l'épée a été forgée par Sauron lui-même sur l'enclume découverte par Galadriel dans le tout premier épisode. Et je pense par ailleurs que Sauron a insufflé une part de lui-même, de son pouvoir dans cette arme, comme il le fera plus tard avec l'anneau unique. Je pense par ailleurs que l'étranger est une version de Sauron à qui il manque une bonne partie de sa mémoire et de sa personnalité. Une fois que l'étranger aura recouvré l'épée, il deviendra pleinement Sauron. Peut-être qu'Hadar cherchera à s'en emparer pour lui-même, ce qui causerait sans doute sa perte. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin en maintenant mon souhait de sortir cette vidéo le jour même de la sortie de l'épisode. Alors merci à toutes et à tous et pensez à commenter la vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!